Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Ma konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj iz boka, jedan prednosti gleda i Perišić nas vraća u život! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast AIMO, le podcast du foot croate. Et là, l'ambiance est chaude puisque dans quelques jours commence la Coupe du Monde. Tous les 4 ans, on l'attend toujours beaucoup. Et à quelques jours de cette Coupe du Monde, je suis avec Bastien en direct de Zagreb. Bonsoir. Encore une fois, merci pour l'invitation. Et effectivement, on compte les jours jusqu'au début de cette Coupe du Monde. Même si, voilà, comme on en parlait précédemment avant de débuter l'enregistrement, on déplore un peu les horaires de certains matchs, notamment en tant que fan croate. Ça risque parfois un peu tard. Il va falloir poser des RTT, il va falloir s'organiser. Ouais, voilà, donc ou prendre notre retraite anticipée pour se consacrer pleinement à l'amour du foot croate, finalement. Peut-être que c'est ça la solution. Donc, je ne sais pas. On y réfléchit en tout cas. Eh bien, tu es chaud, nous sommes tous chauds. Et il y a également une autre personne très chaude, un invité spécial aujourd'hui, c'est Armen. Armen qui avait déjà failli participer au Podcast du foot croate pour notamment parler du FC Noa, club arménien qui avait joué contre Rijeka. Et donc cette fois, on se rattrape. Armen, bienvenue à quelques jours de la Coupe du Monde dans AIMO, le podcast du foot croate. Oui, bonjour Cédric, bonjour Bastien, et je suis très ravi de participer aujourd'hui avec vous à ce magnifique podcast. Surtout dans quelques jours, donc on aura la Coupe du Monde qui va commencer, et ça serait toujours très intéressant de discuter, de donner peut-être pronostics, même si souvent c'est pas évident, surtout avec le format actuel. Nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde. L'équipe et toutes les sélections sont aujourd'hui réunies pour leur match de préparation notamment. Alors on enregistre, donc nous sommes la veille du second match de préparation de la Croatie contre la Slovénie. Ça n'a pas très bien commencé avec une défaite face à la Belgique 2-0. On en parlera un petit peu tout à l'heure, même si on ne va pas donner non plus trop d'importance au match de préparation. Et puis, peut-être pour récapituler un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Premier match contre l'Angleterre, ce sera le 17 juin à 22h. On se retrouvera une semaine plus tard à 1h du matin, hors française, hors croate, pour Panama-Croatie. Et on terminera en beauté la première phase à 23h le samedi 27 avec Croatie-Ghana. Comment vous sentez la Croatie à quelques jours du début de la compétition ? Si j'avais dû répondre à cette question la semaine dernière avant le match contre la Belgique, ma question aurait peut-être été, ma réponse à cette question aurait peut-être été différente, étant donné que j'avais trouvé quand même la Croatie plutôt plus qu'encourageante dans la défaite contre le Brésil, en fait, qui était le dernier match amical en date. Et dans ce contexte-là, après ces deux matchs-là, qui pour moi étaient de sérieux tests, parce que c'était un peu dans les conditions en plus de la Coupe du Monde. Avec deux très grosses équipes. Avec en plus des deux très grosses équipes, donc ça c'est peut-être même une très bonne préparation, peut-être avec des tests, des vrais tests en fait, hormis l'Angleterre en groupe. Je pense que c'était des plus gros adversaires que ce qu'on a après avec le Panama, pour se préparer du coup aux équipes sud-américaines. Donc le Panama qui sera quand même bien différent, je pense, en termes de style de jeu que le Brésil ou la Colombie. Peut-être toi, Armen, quel est un peu ton avis aussi, un peu vu de l'extérieur, sur cette sélection à quelques jours de la compète? Quand on parle de groupe dans lequel va jouer la Croatie, donc il y a l'Angleterre, il y a Panama et Ghana. Je pense que faut pas sous-estimer surtout Ghana, parce que on parle souvent que oui, c'est l'Angleterre, les favoris et tout. Oui, c'est vrai, quand même, les favoris de ce groupe, ce sont les Anglais. Panama, quand même, on comprend bien que probablement ça va être quatrième équipe dans tous les cas, donc je pense pas que Panama pourra se qualifier pour un huitième de finale. C'est très peu probable. Tout est possible. On se souvient de Costa Rica. Oui, Panama, ça semble quand même très compromis de les voir même finir meilleur troisième. Oui. Mais quand même, il y a Ghana. Et je pense que la Croatie doit pas faire la même erreur comme, par exemple, avait fait en 2006 République tchèque avec Nedved, Rosický, Koller et Baroš, qui a été éliminé notamment grâce à la défaite contre Ghana,
ou même erreur qui a été faite, par exemple, il me semble, en 2010 par la Serbie aussi, par exemple, si on essaie de comparer, parce que là, à l'époque aussi, il avait Bah, on l'Allemagne. peut même on peut même reprendre beaucoup de matchs de la Croatie, des 3e matchs absolument horribles qu'on a pu avoir sur pas mal de coupes du monde, je pense notamment à un match contre le Mexique, qui était en 2014 si je dis pas de bêtises. Heu, il y a en effet quelques traumatismes dernier match et puis le 2002, alors ça commence à être lointain, Oui, mais le Croatie-Australie de 2002, c'était quand même quelque chose, hein. ouais, exactement, exactement, oui, le 2006. match, c'était 2006 pardon, 2006, Ouais, oui, 2006. ouais, avec Oui, c'était trois oui. cartons jaunes, Modric trois était cartons rentré en jaunes. jeu dans l'anonymat le plus Ouais. total sur ce match. La Ouais. première coupe du Et, et, 3 cartons et pour il avait trois cartons Šimunić, jaunes, donc et puis, Šimunić, dans le troisième, c'était un peu, en fait, c'était incroyable. c'était très drôle parce que lui, tout simplement, il a commencé à harceler Howard Webb en Mmh. disant, est-ce que je dois maintenant sortir ou pas? Et finalement, Howard Webb a sorti troisième carton jaune et donc il est sorti. Donc oui, ça c'est très important parce que souvent il y a des équipes, oui, il y a toujours un favori comme Angleterre, mais il y a toujours des équipes comme Australie, comme Ghana ou d'autres équipes qui peuvent poser des problèmes. Donc surtout, il ne faut pas sous-estimer ce match. Donc il faut avoir 3 points contre Panama. Il faut tout faire pour prendre des points aux Anglais. Et à la fin, au dernier match, donc je pense que c'est le dernier match contre Ghana qui peuvent être le match décisif. Je suis d'accord que finalement le match contre l'Angleterre n'est pas tant important que ça. Il est important pour le prestige et pour le mental pour la suite, mais il y a quand même 2 matchs importants derrière et comme la compétition, rappelons-le qu'il y a un tour en plus si on passe le premier tour, il faut éviter aussi un peu de trop se cramer, hein, dès le premier match. Donc même si l'Angleterre est le premier objectif, il faut surtout pas se prendre une valise comme c'était le cas il y a 2 ans à l'Euro. C'est sûr que le match de Ghana revêt une importance peut-être qu'on oublie, qu'on minimise peut-être un peu. Alors, pour revenir un peu sur ce match contre la Belgique, en effet, c'était un peu nul, hein, qu'on on peut se le dire, mais c'est souvent un peu le match de prépa qui sont comme ça. La première mi-temps était un peu plus animée, mais il faut quand même se dire, la deuxième mi-temps était quand même d'un ennui terrifiant. Il y a eu très, très peu d'actions des 2 côtés, une défense croate et même en général des joueurs peu impliqués, qu'on se le dise. Énormément de changements puisque la moitié de l'équipe, est sortie ensuite. Pour autant, ben, il y a quand même pas mal de critiques depuis ce match-là. Dalic est assez, moi j'en suis même surpris qu'il se fait quand même beaucoup critiquer, par rapport, bah, à cette volonté d'absolument mettre une défense à 3, au fait que Stanisic, bah, il arrive pas trop à retrouver ce niveau du Bayern en sélection, et même lui s'est encore défendu, ces derniers jours, devant la presse en disant: «Mais attendez, je suis là depuis 8 ans, vous pouvez avoir confiance en mes choix et tout». Enfin, je sais pas, toi, Bastien, est-ce que tu trouves pas un peu surprenant ce débat à quelques jours de la compétition, suite à un match amical, que Dalic semble avoir besoin de ramener de la légitimité, en fait? J'ai pas l'impression qu'il ait perdu non plus toute légitimité et que Non, mais en ça tout y est, cas, il les peut questions se conspuer posent, tu vois? Je trouve que totalement. c'est un débat qui est presque un peu inattendu pour moi. Oui, mais en même temps, faut relativiser. Ça reste des matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Je crois avant-hier, on a vu la France perdre contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire que ça y est, la Côte d'Ivoire est meilleure que la France? Bon, Kudalic a aussi un peu répondu aux critiques en s'exprimant sur le sujet et en parlant quand même. Alors certes qu'il était furieux un petit peu ce qui était un peu surprenant l'usage de ce type de mot, donc il était vraiment très mécontent en tout cas du résultat et du contenu. Mais par ailleurs, qu'il a bien indiqué que c'était aussi pour redonner du rythme à tous les joueurs. Donc, Oui et notamment énormément de à changements. 3 joueurs qui ont quand même fini, blessés ou en tout cas en reprise, que sont, Gvardiol, Modric et Kovacic qui a presque pas joué de la saison. Bah, ouais, Kovacic, je me demande quand même si c'est pas une erreur même de le ramener, sachant qu'on prend, Ouais. on prend la place à un Lovro Mayer qui Ah avait et été pareil, il avait pas non plus beaucoup de leader. temps de jeu, hein. Même si, Ouais, en sélection, il avait fait mais il quelques reste en trucs sur la forme. dernière. Ouais. Il est toujours à Wolfsburg. Toujours, ouais. Et, Bah, et oui, relégué, c'était pas relégué, ouais. meilleure saison. Oui, c'était pas la meilleure saison pour les Loups cette année. Donc, Bah, il, oui. il paye la relégation de son Ouais, club, à mon avis, clairement. ouais. Possible, oui. Et aussi, bon, certes, peut-être pas tant que ça de temps de jeu, mais il restait quand même en forme. Pour moi, un joueur qui arrive à marquer en plus dans les conditions des matchs Mmh. amicaux aux États-Unis Bien sûr. contre le Brésil, fallait lui donner sa chance. Je pense que c'est Il une y a quand erreur même sur ça. il y a quand même beaucoup enfin, pour moi, c'est pas non plus un manque, enfin, il y a quand même beaucoup de très bons joueurs dans Oui, cette c'est sélection et un problème de notamment, bah, on le riche. sait, au milieu. Problème de riche au milieu, ouais, effectivement. Voilà.
Trop de Euh, choix. Trop de choix que alors, beaucoup de pays la n'auraient pas. question qui tourne un peu, c'est voilà, la défense à 3 va être mise en place contre l'Angleterre. Demain contre la Slovénie, donc bon, vous écouterez le podcast, vous aurez vu la défense à 4 du coup, parce qu'il veut jouer à 4, il a dit. Bon, ça c'est un peu le sujet, je pense, qui va tourner un peu pendant toute la compète. Et ce qui questionne, bah, forcément la forme de Gvardiol. Vučković devrait jouer, j'ai envie de dire. En tout cas, une bonne partie des matchs. Et là, il y a pas mal de choses. Ah, pareil, on parle un peu de Stanisic. On essaye de savoir si, il sera au niveau. Enfin, pour moi, la question se pose pas trop. Il doit jouer et enfin, c'est un peu facile à dire, mais on verra ce que ça donne. Ouais, Stanisic, certes, n'affiche pas la meilleure forme sur les derniers matchs. Voilà, on l'avait évoqué, mais il y avait donc depuis le premier match contre le PSG, mais il n'était pas le seul en défense au sein du Bayern sur ce match-là à avoir un peu raté son match, même aussi en défense du côté du PSG aussi. Il y avait eu des matchs ratés pour certains défenseurs parisiens et au final ça ne veut pas dire que tout est à jeter chez Stanisic. Il a déjà fait des très bons matchs au très haut niveau. Bon, c'est sûr qu'on préfère l'avoir dans l'équipe. Et puis, bon, quand on voit les joueurs qu'il y avait avant en défense en Croatie, il n'y a pas photo. Et je pense que quoi qu'il en soit, on peut pas se plaindre d'avoir un Stanisic parce qu'à l'époque, enfin, il y a eu quand même eu depuis des décennies un manque à ce niveau-là. Et Après, notamment, pas tant latéral droit historiquement, s'il y en avait toujours été c'est plutôt pas vrai. mal. Latéral droit, Mais c'est vrai. c'était le latéral gauche qui posait Oui. beaucoup de questions quand même en Et Croatie là, on a vu historiquement. passer du beau monde. On en parlait l'autre jour, mais La Pivalic, légende la Pivalic. légende On le salue Strinic, d'ailleurs. c'est. Merci Strinic, Bon, oui, alors, beaucoup. Strinic, oui, c'est quelqu'un qui était, oui, je me souviens, qui était souvent parmi les 11. Il était titulaire, mais quand Et même, il à était à beaucoup chaque titulaire fois, par ouais, défaut, en fait. à chaque fois, on se ouais, demandait ouais. mais ouais, pourquoi il est là, lui? Bah, parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre. C'est tout, il n'y a pas de choix. Alors, j'en profite pour dire un mot sur un joueur que j'adorais. C'était Daniel Pjanic. Ah oui, Et qui jouait justement à ce Ouais. poste-là, alors qu'en club, ce mec était milieu de terrain. par Et en accident. sélection, il jouait tout le temps arrière latéral gauche. Voilà une pensée pour Daniel, si tu nous écoutes. Et d'ailleurs, peut-être que c'était ce move-là. Alors, je pense que c'était à l'époque, quand il s'était retrouvé latéral gauche, c'était Slaven Bilic qui avait dû faire ça, je pense. Et ça a dû inspirer Dalic quand il s'est retrouvé en galère de latéral droit sur les qualifications de la Coupe du Monde, où il a lancé Jakic, qui joue bah, notamment le carton contre le Monténégro. Il le joue en latéral droit. Et en fait, tous les matchs où il joue latéral droit contre des petits adversaires, il y a eu Christian Jakic qui a très bien suppléé en fait sur ce poste. Même aussi Marco Pachalic aussi qui est plutôt ailier attaquant qui s'est retrouvé sur ce poste aussi contre le Monténégro, je crois. Ça ne veut pas dire que sur des vrais adversaires compétitifs, on peut forcément compter sur ce type de latéraux droits. Mais par contre, en tout cas, pour clore le débat Stanisic, je pense pas qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur lui. Il est en bonne santé. Il n'a pas été blessé cette saison. Il avait été blessé d'autres saisons précédemment. Ça reste quand même un gars globalement qui est capable de faire un match correct sur chacun des matchs de groupe. Je pense que je suis pas trop inquiet. Et les problèmes ne viendront pas de lui, a priori. Et je pense que ça reste un joueur qui connaît les grands matchs. Et C'est ça, l'expérience du haut niveau aussi. Ouais. moi, je préfère tout à fait l'attendre et correctement, voir ce qu'il va donner contre les Anglais. Et ces matchs de prépa, bon, voilà, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Il faut surtout pas tirer des conclusions, avoir trop de doutes ou trop de confiance. Même Dalic le disait, et là-dessus, il a 100% raison. Il y a 2 ans, il y a eu Croatie-Portugal. Les Croates font un super match contre le Portugal. Ils les battent. Et derrière, bon, bah, on a eu un Euro quand même moyen, très, très poussif. Donc bon, Je pense que le fait que Dalic a été critiqué, c'est pas une chose négative à mon avis. Ça témoigne d'une chose. Ça témoigne du fait que aujourd'hui la Croatie, au moins dans la perception des supporters, des fans de foot croates, mais pas que croates, et la Croatie est perçue comme une grande équipe. La critique, c'est pas mal parce que surtout quand nous avons un entraîneur qui occupe un poste durant des longues années et qui auparavant a eu des résultats plus que suffisants. Donc parfois, donc Quasiment on 10 ans. peut, Ouais. oui, donc parfois on peut entrer dans une phase de stagnation, comme peut-être c'était le cas avec le précédent Euro. Et donc, je pense qu'une petite critique, une petite agitation, on va dire, ça serait plutôt utile et pour Dalic et pour l'équipe nationale de la Croatie.
Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la Croatie, comme précédemment, se distingue par une choix des milieux de terrain assez intéressants. Donc, nous avons Baturina, nous avons par exemple Sušić, donc nous avons toujours Les Modric et Torika, oui. Kovacic, oui, Torika. Aussi notre leader de Rijeka Ah, pour faire plaisir à Merci, Bastien, merci. oui, donc Pour une Frouk, fois, ouais, donc c'est pas moi qui dois le dire. Pour une fois, non, voilà, c'est bien. mais Tony Frug, moi je pense, de toute ouais, façon, vu le donc nombre de matchs, il aura sa chance. Je pense déjà contre le Panama, il y a de fortes chances qu'on le voit, où il rentrera sur des matchs. oui, donc nous pouvons Tony Frug, alors constater je sais pas si que ce sera la le Croatie, facteur X, mais il y a Ah oui. moyen il y a moyen qu'on le voit. Enfin, j'ai assez d'espoir et je suis assez positif sur le fait qu'on voit Tony Frug jouer un petit peu sur cette Coupe du Monde. Ah mais clairement, c'est l'arme secrète, hein. C'est vraiment le seul joueur qui joue en championnat croate, en fait, finalement, Oui. dans toute l'équipe. Donc déjà, ça aide à être discret vis-à-vis des défenses adverses. il a toujours Perisic qui quand même ne vieillit pas. Et donc il n'a pas vieilli apparemment. Donc il a quand même des joueurs comme Moro qui pourraient rentrer. Il a Vlašić et Pachalic qui peut-être n'ont pas fait des saisons énormes, mais quand même qui restent des joueurs de qualité. Vlašić fait une très bonne saison avec le Torino. Il est vraiment revenu en forme et on parle d'ailleurs, d'un transfert peut-être pour cet été. La Roma À la s'intéresserait à Roma, lui. exact. Ouais, j'ai vu ça aussi. Alors, on parle justement d'attaquants, mais c'est un peu le débat, interminable. Mais qui commencera la compétition? A priori, aujourd'hui, ça semble être celui qui joue justement aux États-Unis, à Dallas, c'est Petar Moussa. Est-ce que ça vous semble une bonne idée de commencer avec la compétition avec lui? Moi, j'ai des réserves sur notamment un match contre l'Angleterre. Je sais pas s'il apporte forcément une plus-value. En même temps, j'ai vu un peu enfin, ce qu'il pouvait proposer aussi pendant les matchs amicaux Brésil et Colombie notamment. Euh, je crois contre la Colombie, il est très malchanceux. Il fait un tir sur le poteau, un autre sur la barre. Il avait quand même une vitesse en profondeur. Il arrivait à faire des appels, ce que je vois quand même rarement pour un numéro 9 en Croatie. Donc j'ai des réserves parce que MLS, en termes de niveau, peut-être face à un gros adversaire comme l'Angleterre pour commencer le tournoi, Après, c'est un des meilleurs attaquants de la MLS cette saison, cette année. moi je le ferai. Ah, je sais que c'est pas forcément un excellent, c'est pas forcément un chiffre déterminant, mais rien que sur cette année 2026, puisque là-bas, c'est pas des saisons, comme chez nous, il est, sur 15 matchs, 13 buts, 13 matchs, 12 buts. Bon, c'est un joueur qui performe beaucoup et sincèrement, moi, ce que sur Moussa, c'est un joueur qu'on se disait: «Bon, bah, c'est bon, il part aux États-Unis, il ne jouera plus avec les sélections». Bah, il est quand même passé devant un Ivanovic, il est quand même repassé devant un Budimir qui marque en Espagne. Alors bon, ça veut aussi dire qu'on a du mal à trouver, mais Moussa, moi je trouve, il réussit de façon assez surprenante à s'imposer, hein. On peut sous-estimer un peu Petar Moussa vu qu'il joue à MLS, mais quand même il faut aussi souligner que MLS devient de plus en plus compétitif quand même comme championnat. C'est plus l'MS des années, je sais pas, 2000 ou même des années 2010 quand même. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs qui partent en MLS, même on parle pas de joueurs qui ont plus de trentaine d'années, mais souvent même plus jeunes. Et quand même, ce qui est intéressant chez Petar Moussa, c'est qu'il a joué dans les championnats différents, dans les pays différents. Donc, il C'est a une vrai. expérience très intéressante. Et quand même, je vais pas dire qu'il était très, très, très efficace et il marquait plein de buts dans chaque saison pour chaque équipe. Mais quand même, il a des statistiques plutôt intéressant. Par exemple, il a joué dans le championnat tchèque à Slavia, Victoria, Slovan, donc c'est pas mal. Il a joué en Bundesliga. Il a joué au le championnat de Portugal, Eh oui, donc Benfica. surtout à Benfica, oui, 12 buts, si, si les statistiques sont correctes ici, donc 12 buts, ce qui est pas mal. Donc ça veut dire quand même que c'est un joueur qui est assez expérimenté. Il a quand même 28 ans, il me semble, donc il n'est pas très jeune. Il a fait sa carrière dans les différents pays, dans les différents championnats, donc il a joué un peu partout. Donc pourquoi pas, à un moment donné, il peut être décisif grâce à son expérience.
Mais aussi quand même sa statistique, il Oui, a plutôt une c'est ce belle que statistique cette année, comme tu viens de dire, c'est un joueur qui est Cédric. sur une très bonne dynamique, qui même mentalement, je pense qu'il est très chaud. En plus, ça joue aux États-Unis, le pays où il vit aujourd'hui et moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'on ait des joueurs trop maladroits devant qui sachent pas faire la différence et malgré tout le respect que j'ai pour Budimir, Moussa et Matanovic et ben, malgré tout, je pense qu'à un niveau coupe du monde, j'ai un peu peur. Ouais. Mais vous vous souvenez, le tournoi précédent, donc Coupe du Monde 2022, donc qui avait marqué les buts, Ah, contre Brésil notamment, c'était certain incroyable. Petrovic. Donc vous voyez, donc Petkovic. ouais, Là, ouais, ouais, donc et Oui, oui, mais on sait Petkovic jamais. était bon un match sur 15 quoi, c'est un peu le truc. Donc c'est ce que et depuis, Bruno, bah voilà, il est devenu Mmh. vendeur de kebab en banlieue d'Istanbul. Donc Ouais, voilà, hein, vendeur et ouais, également mangeur de kebab, c'est il fait les donc 2. c'est Il ouais. mixe vraiment en le faisant produit aussi. n'importe quoi qu'on Mais devient n'importe qui. mais On le salue, ce que je on voulais le dire, salue. ouais, ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que durant la Coupe du Monde, il y a toujours des joueurs un peu, il devient héros donc sur un tournoi. Donc qui sait, peut-être Petar Moussa. En plus, on dit qu'il est maladroit, mais peut-être ce profil de joueur, je le vois plus efficace contre les équipes comme Panama ou Ghana que les joueurs qui sont plus, on va dire, ils ont des classes plus importantes, qui Bah, on jouent sait dans que les top. Boudimir, on l'a vu jouer 15 000 fois, on sait qu'il n'est pas Ouais, efficace devant le but. ouais, Enfin, il marque pas des ouais, buts, Boudimir, il en marque ouais. peu. Donc au final, oui, Moussa, j'ai presque plus envie de le voir parce que, je pense que lui peut en mettre. Après réflexion faite sur ce sujet, j'aurais bien envie quand même de le voir peut-être jouer contre l'Angleterre. Pas forcément pour débuter le match, mais plutôt rentrer parce que c'est le seul attaquant qu'on a, contrairement à Matanovic ou Budimir, les deux autres neufs un peu avec ce profil-là qu'on a, qui a une capacité de faire des appels en profondeur, d'amener de la vitesse devant en attaque. Et ça peut vraiment servir sur des gros adversaires comme l'Angleterre où la Croatie serait peut-être forcée de contre-attaquer par moment. Et si tu contre-attaques sans vitesse sur le poste d'attaquant en plus, ça va vite être compliqué. Si tu n'as pas un attaquant capable d'être un peu rapide et pour faire du pressing aussi, ça peut être compliqué contre ce type d'adversaire. Donc moi, sur une fin de match, je le verrais vraiment bien jouer. Moussa, selon le scénario du match, bien sûr, hein. Mais si on est dans un scénario où il y a besoin, par exemple, de presser l'adversaire, de jouer de la contre-attaque, qu'il faut ce type d'attaquant-là de pressing, je pense que Moussa serait le bon profil. Plus qu'un Budimir ou Matanovic qui sont quand même très très lents. C'est leur principal défaut en fait, hein. Et pour finir sur cette petite preview un peu axée, cette fois sur, voilà, on a parlé de Moussa notamment sur les joueurs. Évidemment, il faut qu'on parle de Luka Modric parce que ce sera a priori sa dernière compétition internationale. Peut-être même sa dernière compétition tout court en tant que joueur. Ça, est-ce qu'il s'exprimera avant la compétition? On ne le sait pas. Mais voilà, on en parlait un petit peu en off avant le podcast. C'est la dernière de Cristiano, de Messi, de Ochoa pour, aussi. Oui, Hem, encore une légende de Coupe du Monde, Ochoa. Bah, Vous oui, voulez une vraie voir? légende de coupe du monde. Comment vous sentez Modric pour cette dernière compétition? Comment vous le sentez? Voilà. Après une très belle, année avec le Milan. Ouais. Bah, je pense que vu qu'il a fait une très belle année avec Milan, déjà, on peut être plutôt optimiste parce qu'on a vu que même à son âge, il continue de bien performer. Et je pense que, à mon avis, j'ai pas vu tous les matchs de Milan cette année, donc Vaut mieux j'avoue. pas. Oui, mais les matchs que j'avais vus et dans les matchs où Modric jouait, souvent il était meilleur. Le meilleur joueur. Ouais. Oui, je pense qu'il y avait deux joueurs qui s'est distingué de tout cet effectif de Milan. C'était lui et Rabiot. Mais bien sûr, Exact. Modric, quand même, J'aurais dit oui. la même Modric chose. et après Rabiot. Oui. Tous les autres, notamment Pachalic, qui joue pas pour l'équipe nationale de la Croatie, qui joue pour l'équipe nationale des États-Unis. Donc oui, quand même Pachalic, il était un peu loin donc dans son niveau et ses performances donc par rapport à Modric et Rabiot. Donc Pulisic, tu veux dire? oui, j'avais dit Pachalic, désolé. Donc Ah Ouais. oui, Pulisic, oui. oui, Christian Pulisic, oui. oui, Donc le traître. Le traître. ouais, ouais, Il faut l'appeler le traître. Dans ce Oui, podcast, on l'appelle le traître, hein. Donc bien ouais. sûr. voilà, il faut le Donc dire à nos auditeurs. le fait que Modric il a 40, il a 40 41 ans. déjà, ou 40 ans, oui, Modric a 40 ans.
meilleur, donc de loin, meilleur joueur de Milan, qui n'a pas quand même fait une bonne saison en saison régulière, mais quand même, ça reste une équipe de Serie A, ça reste une équipe qui, jusqu'à la dernière journée, donc, se battait pour avoir, donc, on va dire, billet pour la Ligue des Champions. Je pense que ça parle quand même du fait que Modric, donc, il est en bonne forme et surtout, c'est son dernière Coupe du Monde. Et si on prend en considération cette motivation, cette volonté et les efforts que Modric déployait toujours quand il jouait pour l'équipe nationale de la Croatie durant les compétitions internationales, donc je pense que tout ce qui concerne Modric, je pense on doit pas s'inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter. Je pense il va faire tout ce qui est dans ses pouvoirs, dans ses forces pour aider son équipe nationale. Donc, Ça et fait du bien, un peu de confiance, c'est ça, oui, et en ouais, effet, je pense que Modric sur le dernier tournoi, moi j'ai plutôt confiance. Je pense que ouais, et ouais, franchement, il nous a jamais déçus en sélection et surtout pour la dernière, je suis quasi certain qu'il va tout donner avec sans doute ses limites aussi, hein. Mais, ouais, c'est un joueur qui fera la différence et qui fera sans doute le mouvement, la passe, le penalty, le truc à un moment, qui sera important. ouais. Je suis sûr qu'il partira par la grande porte. Même Euro, oui, même le dernier Euro, donc Eh qui oui! a été pas très réussi pour l'équipe nationale de la Croatie, mais quand même Modric, il était vraiment bon. Donc on pourrait pas dire Eh que bien oui, Modric il avait raté le tournoi. Non, au contraire. Bah, en fait, je dirais que c'est un peu le totem d'immunité de la Croatie, en fait, quand tu as Modric. Des fois, il va même mieux performer si tu vas essayer d'aller le presser. En fait, il va réussir à trouver des espaces et des passes et des angles de passe qu'il trouverait pas si tu lui laisses un peu plus d'espace et que tu l'attends. Parfois, en fait, Modric, quand on le presse pas, peut avoir plus tendance à faire des erreurs que quand il est pressé et où il doit vite processer, prendre une décision rapide. Et c'est là aussi où le talent, je pense, de Modric se fait. C'est dans des transmissions très rapides sous pression et la conservation de balles aussi qu'il a à faire parfaitement au milieu de terrain. Et c'est un don que peu de joueurs, même à son âge, ont donc, dans le foot actuel. Et peut-être même c'est en train de se perdre en fait. On voit plus trop ce profil-là de joueur. Pendant longtemps, on pensait à Pirlo comme la référence et au final, bah, Ouais. Modric a fait Je mieux, pense que quoi. Modric il est meilleur que Pirlo, à mon Ouais, avis, sur plusieurs voilà, aspects de jeu. Ouais. beaucoup de choses. Ouais. bon alors finalement vous êtes plutôt confiant, en général, pour avant ce début de cette coupe du monde? Moi, plutôt, je dirais, ben alors le point noir, on l'a évoqué, c'est plutôt l'attaquant de pointe, mais même si finalement il fallait jouer avec un attaquant de pointe entre guillemets médiocre, on a déjà vu des grands parcours d'équipe en Coupe du Monde avec un attaquant de pointe qui n'était pas forcément le meilleur du monde sur le papier, mais le reste de l'équipe qui était équilibré, avec des bons joueurs sur toutes les lignes, un bon gardien, des bons défenseurs, des bons milieux de terrain, une bonne animation et finalement même un attaquant qui surperforme pas. Là, je sais pas si vous avez une idée. Moi, je pense à France 98, l'équipe de France de 1998. Bah voilà, Guy Varch. Bon, certes, c'était une référence en Ligue 1 à Il a l'époque. mis 0 but. Et voilà, et Bah, zéro but. bah Mais Et même, comme maintenant, Giroud bah même, oui, 2018. c'est ça que je voulais dire. oui, Voilà. 2018, zéro but. et, et Zéro Guy but Varch, marqué. vend des piscines en Bretagne aujourd'hui. Donc, imaginez la loose du gars, quoi. Genre, région la plus pluvieuse de France. Non, respect. Oui, alors Et, en et Bretagne, c'est vrai. il vend des piscines en Bretagne, quoi. Et nous Heureusement, il y a le réchauffement respectons tous les climatique. vendeurs de piscines qui nous écoutent, bien sûr. Merci le réchauffement climatique, il va bientôt en vendre un peu plus, mais c'était compliqué ces dernières années pour Guy Marchand. Il a Ouais. traversé le désert, hein, vraiment, il faut le dire. Je pense qu'en effet, on peut être plutôt confiant, ou en tout cas pas déprimé avant le début de la compète. On verra ce que ça Oui. donne. Et puis, ouais, très curieux de voir ce que ça va donner. Et l'avantage qu'il y ait certes un match de plus, mais qu'il y ait aussi ce match pour la troisième, enfin, ses meilleurs troisièmes, permet peut-être de préparer la vraie compète qui commence vraiment en 16e de façon différente. Et Mm. après, bah, qu'on se le dise, hein, part en 16e, c'est une nouvelle compétition qui va commencer avec 3 matchs dans les bottes. Enfin, c'est à ce moment-là que ça va vraiment devenir sérieux. C'est si ça passe le premier tour. La Croatie a quand même l'avantage de l'expérience, d'avoir déjà fait des grands parcours en Coupe du Monde, d'avoir encore quand même des joueurs pour transmettre cette expérience-là,
des jeunes de talent qui Olic sont dans le arrivés. groupe aussi, Olic dans le staff Le qui staff, a apporté Et ça. oui, ça c'est bien d'en parler aussi. Il y a, dans le staff, donc il y a Olic, je me demande si Mandzukic, je sais pas dans le. Je Est-ce crois que qu'il y est plus, hein. Il y Et est plus, Chorluka, Mandzukic. Ouais. Chorluka, il est là ou pas? Jean-Luca, il est entraîneur assistant, bien Ah, vu. Ouais. Et ouais, Olic ouais, aussi. ouais. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais posé la question parce qu'il était aussi précédemment présent et ça fait plaisir parce que ça montre une certaine continuité du projet en général et donc il y avait Chorluka et Olic qui encore il y a quelques années peut-être j'exagérais notamment pour Olic, oui peut-être plutôt pour Chorluka mais quand même qui était il y a encore pas longtemps dans l'équipe nationale. Et maintenant, donc, ils ont dans le staff avec Dalic. Donc, c'est plutôt une bonne signe, une bonne stratégie aussi. Et quand même, ce sont des joueurs expérimentés. Et certains joueurs comme Olic ou Chorluka, ils ont joué également avec certains joueurs d'une équipe nationale comme Modric, comme Perisic. Oui, donc ça, c'est important de garder ce lien. Donc, et je pense que ça peut aussi notamment avoir un impact psychologique et mental. Eh bien, merci Armen, merci Bastien pour cette preview de la Coupe du Monde qui commence dans quelques jours. On peut se dire qu'on peut avoir confiance. En tout cas, on est très curieux de voir comment tout ça va évoluer. On est très curieux de voir comment va se passer ce premier tour, sachant aussi qu'il y aura un match de plus dans la compétition avec le 16e. Donc, il y a vraiment ceci à prendre en compte et se dire que le premier match sera important forcément, mais que le troisième match de poule aura peut-être d'autant plus d'importance dans ce format-là. Bastien, Armen, merci beaucoup. J'espère que maintenant vous êtes chaud, vous êtes prêts et que vous allez penser qu'à la Coupe du Monde, évidemment, dans votre vie. Ouais. Plus rien d'autre ne compte, c'est ça? Ah, moi, c'est tous les jours, hein, je pense à la Coupe du Monde. J'attends chaque jour qu'il passe la prochaine Coupe du Monde. Donc, et ça depuis au moins 2002, voilà, au minimum. C'est Donc, beau. Ouais, pareil, moi, mon portrait de Gianni Infantino, je le regarde tous les matins avant de partir au travail avec beaucoup d'émotion. avec ce très beau crâne si bien lustré. Ouais. C'est magnifique. Eh bien, merci à tous les deux et à très vite pour un nouvel épisode de Aimo, le seul et unique podcast qui parle de foot croate en français. Perisic, Mandzukic, Mandzukic,